Merci de votre fidélité à Mikoba et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine. Cette question aujourd'hui qui va parler autour de la reprise des pourparlers de Nairobi pour une solution dans la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette table ronde va reprendre ce 21 novembre 2022. Et ça sera un rendez-vous solution à cette crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Voilà la grande question que les Congolais se posent. Nous recevons dans ce plateau M. Dan Sumbu. Il est analyste politique. Bienvenue à vous dans ce numéro de cette question. Je crois que c'est la première fois de vous recevoir. Bienvenue. Oui, bonjour, merci. Et merci de l'invitation. Merci également à vous, M. Patrick Lumumba, d'être là pour le compte de l'UDPS. Merci, M. Dossien. Je salue tous mes co-débatteurs. Je salue aussi tous les téléspectateurs. Merci enfin à vous, M. Franck, d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'opportunité, une fois de plus. J'en profite pour saluer les co-débatteurs ainsi que les auditeurs et téléspectateurs de Mikoba Radio-Télévision. Vous savez, la RDC est en insécurité dans sa partie Est et la diplomatie est activée, mais aussi sur le plan militaire. Donc c'est activé sur toutes les options pour trouver la paix dans l'Est de la RDC, mais il y aura également la reprise des pourparlers de Nairobi. Une nouvelle session des pourparlers des paix entre les principales parties de la crise qui secoue l'Est de la RDC fixée au 21 novembre. Monsieur Dan, quel est votre aperçu sur ce retour à la table des négociations? Merci. De prime abord, je dirais que, vous savez, on a l'habitude depuis pratiquement près d'une vingtaine d'années de passer toujours par ce même mécanisme. Bon, jusque-là, il n'y a toujours pas de résultats probants, mais on continue à le faire. C'est comme quelqu'un qui souffre de la même maladie, tente toujours le même procédé, toujours le même produit, il n'y a toujours pas de résultat. Bon, pour cette fois-ci, nous avons l'implication de l'ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta. Wait and see, attendons voir ce que ça va donner. Bon, après, on doit rester optimiste. Mais n'oublions pas que nous devons beaucoup plus privilégier le plan en fait tactique au niveau de l'armée mis en place. Donc voilà, essayons de voir ce que ça va donner. C'est nouveau pour parler. Vous restez optimiste? Bon, en tant que patriote, il faut être optimiste. On ne peut pas, du coup, du moment où ces nouveaux pourparlers ne sont pas encore tenus, pas encore faits, directement être pessimiste. Attendons voir ce que ça va donner. Merci. Monsieur Patrick Lumumba, c'est une nouvelle session des pourparlers des Nairobi qui va commencer d'ici le 21 novembre. C'est quoi la chance que vous donnez à ces pourparlers, mais aussi quel est votre aperçu général sur cette reprise de la table ronde des négociations entre les parties prenantes dans la guerre de l'Est? De prime abord, je dirais que notre souci majeur est que nous voudrions que la paix finalement règne à l'Est et dans notre pays d'une manière générale. Mon aperçu par rapport à la deuxième session de pourparlers de Nairobi qui vont se tenir d'ici 21 novembre, nous voudrions finalement qu'il y ait du sérieux de la part de nos adversaires. Parce que moi, j'aimerais un peu soulever un point pour dire que le problème de la guerre de l'Est qui a pris presque plus de 3 décennies actuellement, on parle de 25 ans de guerre à l'Est de notre pays, nous devons savoir que l'M23 c'est juste un bouc émissaire. Derrière M23 il y a des braqueurs, les prédateurs internationaux qui gagnent des milliers de dollars derrière cette guerre de l'Est. Voilà pourquoi cette guerre a pris un peu beaucoup de temps. Alors, je sais que dans la première session, nous étions à Nairobi, nous avons longuement discuté sur cette affaire. Nous nous sommes dit, l'M23, c'est un mouvement de terroristes.
Une république ne négocie jamais avec des terroristes. Les terroristes, notre objectif en tant que république, nous devons les exterminer, les chasser sur toute l'étendue. On peut encore dialoguer avec des rebelles, parce que quand le rebelle arrive, il y a toujours des pourparlers, ils ont un objectif. Prenons le cas de l'AFDEL. Quand l'AFDEL venait, nous avons accueilli l'AFDEL avec l'objectif de faire partir Mobutu, parce que nous les OIRA de l'époque, nous étions fatigués de la politique de Mobutu. Au finish, on a vu Mobutu et Mzee Laurent Désiré Kabila Lutenika avec médiateurs comme Nelson Mandela. Là, on s'est dit on peut négocier avec des rebelles, mais on ne négocie jamais avec un terroriste. Même la Charte des Nations Unies reconnaît cette histoire sur le tribune des Nations Unies. J'ai vu tous les pays en général, ils ont dit non, le 23 c'est un mouvement terroriste. Nous devons aider l'RDC à éradiquer ce mouvement terroriste. Donc pour vous, même si ces pourparlers vont répandre, il ne faut pas approcher le M23. Même si les pourparlers vont reprendre, il n'y a pas question de négocier ni de dialoguer avec le M23. Mais avec qui allons-nous alors négocier Mais parce que nous avons doigté Kagame et le Rwanda comme la base arrière de l'M23. Il faut que Kagame vienne, parlons un langage franc avec lui. Mais lui, demander de retirer ses mots. Il n'a jamais accepté qu'il était derrière le M23, mais au moins il participe dans ce processus de paix parce que nous sommes dans la sous-région, mais aussi nous sommes dans cette structure de l'EAC et il nous faut une paix durable pour arriver à stabiliser ou encore à apporter développement dans différents pays de l'EAC. Mais vous dites que c'est comme le gouvernement l'a dit, il a posé des préalables avant de négocier avec le M23. Mais dans le communiqué de l'EAC, on ne nous a pas signifié qui seront les participants et que cacheraient alors ces négociations de Nairobi qui vont débuter ce 21 novembre. Non, le problème des accords de Nairobi, c'est question de les mettre en applicabilité. C'est ce qui est important pour nous. On ne peut pas négocier avec le M23. Comme nous avons doigté Kagame avec le gouvernement rwandais qui soutient le M23, moi je pense que nous devons, parce qu'à Nairobi et Kagame, tout le monde était là-bas. Tout le pays de l'Afrique, le pays du Grand Lac avec nos amis de l'Afrique australe, ils étaient là. Ils nous assistaient. Nous avons longuement discuté. Nous nous sommes dit, le M23 et le Rwanda doit discuter avec l'FDLR, et Museveni doit discuter avec les rebelles qui sont dans notre pays. Le M23, c'est un mouvement terroriste. Ils doivent quitter la République. Vous allez vous poser la question, Kagame ne reconnaît pas cette histoire, mais il y a 4 jours, si c'est 5 jours, si je ne me trompe pas, on a enterré 5 généraux qui étaient au fond avec le M23, 5 généraux rwandais qui sont tombés sur le sol de Kibumba qu'on a enterré il y a 3 jours. Mais si Kagame aujourd'hui revenait pour dire moi je ne soutiens pas le M23, moi je pense que c'est de la mascarade. Voilà pourquoi dans mon introduction je vous ai dit ceci tout à l'heure. J'ai dit cette guerre qui a pris plus de 25 ans, plus de 3 décennies, cette guerre est soutenue par les braqueurs et les prédateurs internationaux qui ont la vision, pas seulement de Bakanzé, la RDC, d'épiller nos minéraux. C'est ça même la jalousie qui pousse, ces prédateurs-là d'utiliser le M23 comme un bouc émissaire afin de maintenir toujours l'Est du pays dans cette misère insécuritaire pourvu qu'ils puissent en bénéficier beaucoup de millions derrière cette guerre. Merci. Monsieur Franck, votre aperçu général sur cette situation, Monsieur Patrick venait de nous dire tantôt que le M23 ne doit pas participer à cette table de négociation, à cette nouvelle session pour parler des Nairobi, mais avec qui doit-on négocier au Nairobi? Oui, merci Dorsin. Disons que je dirais que le M23 est pour le Rwanda comme un éventail que Paul Kagame est en train d'agiter devant le Congo pour faire avancer ses pions en rapport avec ce qu'on lui avait promis. Vous savez, Paul Kagame est allé jusqu'à la SADC, il a brandi des accords. Il a brandi des accords dont la République, semble-t-il, démocratique du Congo ne respecte pas. Donc Kagame est en train de dire que si vous voulez que cette guerre termine, que je cesse d'alimenter le M23, respectez les accords que je vous ai, que vous m'aviez octroyés. Donc il y a des bénéfices qui ont été octroyés par le nouveau pouvoir à Paul Kagame. C'est ainsi que je vais rentrer un peu dans l'histoire. Tout est parti
de la passation du pouvoir entre l'ancien et le nouveau régime. Étant donné que je pense qu'il y avait eu une transaction illicite entre l'ancien et le nouveau pouvoir. Transaction par rapport au pouvoir. Une transaction illicite quant disons que à l'élection. Comment l'élection s'est déroulée. Donc, ce sont des élections truquées. Oui, ça 2018. A été. Je crois qu'il y a eu vraiment un mépris quant au respect justement de la volonté populaire. C'est ainsi que Kagame étant le président de l'Union africaine en ce moment-là, devait venir pour voir clair. C'est ainsi que le nouveau pouvoir s'est dit autant avancer des éléments vers le Rwanda pour aller plaider notre cause. Au fait, le Congo avait... Qu'est-ce que c'est qui a justifié justement, le Congo, tous ces voyages organisés par le chef de l'État? Justement, les voyages signifiaient il a perdu beaucoup de temps pour vouloir asseoir son pouvoir, légitimer son pouvoir en voyageant ça et là. Quand les officiels congolais sont allés au Rwanda, c'était pour aller plaider la cause du nouveau pouvoir. Et Paul Kagame, se sentant en position de force, il a avancé ses pions. C'est de là qu'il a parlé du retour du M23 qui avait déjà été vaincu en 2013. Le M23 était déjà défait. Paul Kagame a remis le M23 sur la table et Paul Kagame a réussi à pouvoir s'octroyer l'espace aérien congolais avec Rwandair. Il a réussi à pouvoir s'octroyer de l'or de Sokimo, Coltan, Étain et consorts. Paul Kagame a réussi d'imposer la double taxation aux frontières. Donc, il a avancé ses pions parce que nous étions en position de faiblesse. Et de là, nous sommes en train maintenant, justement, d'encourir, de payer le prix des conséquences de ces accords-là. Mais parlons toujours de ces accords parce que les pourparlers des Nairobi vont plutôt nous donner de nouveaux accords par rapport aux parties prenantes. Mais à travers le communiqué de l'EAC, ni les participants, ni la durée des discussions n'ont été précisées, or que la date butoir, c'est dans quelques heures, que cache alors cette nouvelle session des pourparlers des Nairobi. Oui. Disons que le problème est celui-ci. Donc le président se retrouve entre marteau et enclume. Paul Kagame dit ceci. Il dit ou le président de la République démocratique du Congo respecte les accords que nous avons signés avec lui, ou alors le président les refuse, on met ces accords dehors et on s'attend à une guerre contre le Rwanda et l'Ouganda en sourdine soutenue à demi-mot par la communauté internationale. Ça signifie qu'on doit être, si on prend la deuxième assertion, on doit être prêt à aller faire tuer nos enfants sur le front pour des problèmes que les gens ne maîtrisent pas très bien. Parce que les accords, en d'autres termes, n'ont jamais été mis sur la table. Le gouvernement congolais n'a jamais parlé des accords et quand on évoque cette question des accords, le gouvernement est toujours là à démentir. Justement, c'est motus bouche cousue. Mais j'ai suivi Mbosso qui avait dit les accords sont suspendus. Mais de quels accords il s'agit? Donc ça signifie qu'ils savent. Le même Mbosso avait parlé des députés ou encore des personnalités de l'Est qui seraient impliquées dans cette guerre de l'Est, mais jusque-là, qui ne les a jamais vus. En fait, moi je crois que les accords, il y a eu. Je vais vous donner juste un exemple pour chuter. Vous savez, il y a eu une correspondance en 2019-2020 d'un certain Jean-Claude Ibalanki, qui est un des proches du président Félix Tshisekedi, qui a écrit, il y a une correspondance, il s'adressait à l'auditeur général militaire. Est-ce que cette correspondance est-elle authentique? Effectivement, moi je vous dis, je donne ma main à couper, c'est une correspondance qui existe, et ça s'est retrouvé même sur la place publique, où il demandait à l'auditeur général de suspendre, d'arrêter la poursuite des M23 qui aux yeux du gouvernement congolais de l'époque de Kabila, considérés comme des terroristes, des violeurs, voleurs, et ils ont pris les armes contre son pays. Il a dit que stopper parce que nous sommes en négociation. De deux, il y a une lettre de Gilbert Kankonde, l'ancien ministre de l'Intérieur, rapidement, oui, qui disait que
qui avait demandé au ministre, au président, via le ministre des Finances, de pouvoir avoir 1 300 000 $ au bénéfice des M23 pour la charge des M23 qui étaient logés à Kinshasa pendant 14 mois quand ils étaient en train de négocier. Et en fin de compte, Willy Ngoma lui-même a dit, pour la cerise sur le gâteau, il a dit « Nous étions en négociation avec le pouvoir en place depuis 2019 et 2020. Et d'ailleurs, avant que Kabila ne tombe, on était avec eux contre Kabila. » Merci. Donc ça dit tout. Merci beaucoup. Monsieur Dan, cette nouvelle date des pourparlers de Nairobi a été annoncée au moment où le M23 était à quelques mètres ou à quelques kilomètres, voulais-je dire, des Goma. Pouvons-nous prédire que ce mouvement terroriste sera également invité à la table des négociations malgré le préalable posé par le gouvernement congolais? Ok, merci. J'aimerais d'abord rebondir un peu sur ce que mon frère Lumumba a dit. On doit savoir une chose. Pour l'instant, on n'est pas en mesure, on doit s'empêcher au fait de mettre les émotions et les sentiments sur cette question. Dire que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, étant État, de négocier ou d'aller en pourparler avec les M23, ça serait, moi, à mon avis, une grosse erreur pour l'instant. Parce que nous ne sommes pas en mesure de faire face à ces groupes terroristes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas simplement un groupe terroriste, mais c'est un groupe qui cache derrière lui des gens avec des bras longs, des bras longs plutôt. Derrière le M23, moi je le dis, j'ai pas honte de le dire, j'ai pas peur de le dire, il y a la communauté internationale, il y a tous ces pays voisins, il y a notamment le Rwanda, l'Ouganda, voilà. Et encore plus loin, il y a des multinationales au fait, qui sont derrière ces groupes-là. Alors, Antonio Guterres l'a dit, il n'y a pas longtemps, qu'ils n'étaient pas en mesure de combattre le M23. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des armes beaucoup plus lourdes, beaucoup plus sophistiquées. Où est-ce qu'ils prennent ça? Donc nous devons comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Alors, pour revenir à votre question, on doit facilement comprendre qu'il y a un jeu au fait. Il y a un jeu qui se passe. Donc c'est possible que le M23 soit invité à la table de négociation? Pour l'instant, pour le bien en fait de la population. Pour le bien de la population. Mais le gouvernement congolais a posé certaines conditions pour accepter afin de négocier avec le M23, c'est quitter les territoires déjà conquis, un cessez-le-feu immédiat. Est-ce que c'est possible? Surtout que, mais aussi pour ajouter à cette question, Kagame venait de s'exprimer sur cette question qu'il était prêt à donner un mot d'ordre au M23 pour un cessez-le-feu, mais aussi quitter les territoires conquis. Est-ce que Kagame s'est-il fait avoir ou encore il a accepté enfin qu'il était derrière le M23? Non, mais est-ce qu'aujourd'hui, le peuple congolais peut faire confiance à M. Paul Kagame? Moi, je ne crois pas. Qu'il dise qu'il est prêt à retirer... D'abord, en disant ça, il se tire une balle sur sa jambe, en fait. Donc, du coup, en d'autres termes, il est conscient, il admet que c'est lui qui alimente, en fait, ces groupes armés. Mais que ça se limite seulement à de simples dires comme ça, du moment où il n'y a pas encore d'action, moi, en tout cas, je n'accorde pas de crédit à ça. Merci. Monsieur Patrick Lumumba, est-ce que vous accordez également du crédit aux propos de Paul Kagame par rapport à un cessez-le-feu immédiat dans les territoires conquis par le M23? Paul Kagame, moi je le considère aussi comme un terroriste. Lorsque vous armez les terroristes, automatiquement vous êtes aussi un terroriste. Mais avant de continuer sur votre préoccupation, j'aimerais d'abord rebondir sur... Mais c'est Franck Nsenga. J'aime bien la manière dont il respire dans ses arguments. Il apprend aussi à faire l'opposition. Je le comprends. Je comprends ses émotions, ses sentiments quand il parle. Il a évoqué un point, il a dit, lorsque Kagame était le président de l'Union africaine, il avait demandé qu'on puisse surseoir d'abord les élections parce qu'il fallait que le président actuel Tshisekedi puisse se négocier avec lui. Voilà ce qu'explique le déplacement de Tshisekedi dans le Rwanda. Ils ont parlé, je vais te donner ça, non, mon cher ami. Lorsque tu es dans l'opposition, il faut d'abord bien maîtriser l'histoire de ce pays, surtout l'histoire politique de ce pays. Vous connaissez l'histoire, l'accord de Nera. Lorsque Mouzé venait avec la Fidèle, qui a accompagné la Fidèle? Mais c'est Kagame. Il y a eu de James Kabarebe. Nous connaissons que James Kabarebe était chef d'état-major ici chez nous, en même temps chef d'état-major à Kigali, en Rwanda.
Et à l'émir là-bas, c'est là où on avait signé les accords. Là, on devait prendre le Nord Kivu, les donner au Rwanda. Vous connaissez cette histoire. Lorsque Mouzé s'est révélé comme un véritable héros patriote, il a dit non à cette affaire. Mais on a tué Mouzé. Parce qu'il savait que maintenant il est fils du pays, il a maintenant découvert que non, je dois protéger l'intérêt de mon pays. Ça, nous connaissons, je pense. En 2009, vous connaissez l'histoire d'Nkunda Batouare. Il y a eu les accords lorsque Raymond Chibanda était ministre chargé de la coopération régionale. Il était allé signer les accords. Tshisekedi était où? Nous sommes arrivés en 2013-2015. Est-ce qu'ici il y a un problème de Tshisekedi? Non, laissez-moi parler parce qu'il a touché un point. On est en train de nous suivre partout au monde. Il a parlé, il a dit non, Tshisekedi a signé les accords. Il a dit, laissez-moi, je suis en train de réagir pour enlever les zones d'ombre dans le téléspectateur et l'auditeur de Mikuba TV, notre chaîne fidèle que nous aimons tous. Donc Tshisekedi n'a pas signé les accords. Voilà pourquoi, aux tribunes des Nations Unies, Tshisekedi l'a dit. Nous avons signé, nous avons fait des dialogues et des dialogues, des négociations et des négociations. Nous sommes allés à Nairobi. Nous avons déposé même notre plainte ici au tribunal des Nations Unies. Aucune réaction de nos partenaires. Et nous avons compris que derrière cette guerre, il y a des multinationales, comme mon ami vient de le souligner, mon ami Nathan, il y a des multinationales qui ont besoin de voir le Congo être balkanisé pour leurs propres intérêts. Le Congo était dans l'embargo sous Joseph Kabila. Lorsque Tshisekedi a dit utilisons les avions de guerre, en utilisant les avions de guerre, connaissant que maintenant cette guerre va rebondir, ira mal, cette guerre, la prophétie de Mouzé risque de s'accomplir là où vous avez dit, la guerre va retourner où ça a commencé. J'ai vu Emmanuel Macron se tracasser. J'ai vu dans les Nations Unies envoyer même leur délégué à Kinshasa pour venir dire nous avons déjà enlevé l'embargo, nous tous nous avons suivi. Mais 48 heures après, on a bloqué les armes de la RDC pour dire on ne nous a jamais notifié. Vous ne voyez pas qu'il y a une mascarade. Le problème qui est ici, c'est nous, le peuple. La nation nous appartient tous. Voilà. Nous devons prendre notre conscience, dire non aux rebelles de 2023. Voilà pourquoi j'ai dit on ne négocie jamais avec un terroriste. Je n'ai pas vu les États-Unis négocier avec Ben Laden. Si on ne doit pas négocier avec les terroristes, qui peuvent être les principaux acteurs dans ces nouveaux pourparlers de paix au Kenya? Pour d'abord répondre à votre question, moi je me dis, nous devons nous prendre en charge, et sur le plan spirituel, et sur le plan d'armement, pour attaquer les M23. Moi je vous dis, c'est possible. Je suis témoin qu'il est. En 1998, je crois au mois d'août, lorsqu'on avait enterré 16 femmes vivantes à Kisangani, Mouzé Kabila voyait que c'était vraiment ignoble, c'était vraiment une forte génocide. Il avait déclaré la guerre contre le Rwanda. Il a demandé, comme Félix l'a fait, à tous les Congolais de se mobiliser. Moi, j'ai vu les chefs coutumiers de l'époque de Grand Kassai. À l'époque, là, j'étais au Kassai en passant. J'ai vu les chefs coutumiers, les Lumpungu, tout le monde se mobiliser. Et pour votre surprise, j'ai vu à Kabinda, Mujua, pendant le soleil, on arrêtait les rebelles avec les armes en train de chercher. Moi, je pense que... Mais ça, c'était une mobilisation. Est-ce que c'est la même mobilisation qui s'est faite aujourd'hui? Oui, justement, le chef d'État a déjà lancé la mobilisation. Est-ce que c'est la même mobilisation? C'est la même mobilisation. Il faut en organisant des marches par-ci, par-là. Écoutez, organiser les marches, ce n'est pas mauvais. Ça montre réellement que nous nous sommes attachés à notre armée. Mais la mobilisation doit être d'abord morale, financière, spirituelle et physique. Nous devons les soutenir parce qu'il s'agit de notre République. Il ne s'agit pas de la République du Rwanda. Voilà pourquoi j'ai dit on ne négocie jamais avec un terroriste. Les États-Unis, malgré la terreur de Ben Laden, ils n'ont jamais négocié avec Ben Laden. On peut revenir à ma question. Qui peuvent être les principaux acteurs ou participants dans ce nouveau pourparler de paix? Moi, je pense tous les présidents des pays des grands là qui doivent être là. Le représentant des structures régionales et sous-régionales doivent être là. Entre autres, l'Union africaine, SADC, tout ce que vous connaissez, ils doivent être là. Nos pays limitrophes, le voisin, ceux qui nous adressent, Museveni et Kagame, ils doivent être là. Mais pas le mouvement terroriste de l'M23, non. Parce que l'M23, jusque-là, c'est un fantôme. Vous êtes négocié avec un fantôme, c'est un fantôme. Nous devons parler avec les gens qui animent l'M23. Nous devons dire la vérité. Voilà pourquoi même ce qu'il a dit, respectons l'accord de Nairobi, ça blesse où. Le problème qui est ici, mon cher ami d'Orsay, je vais vous dire une chose. Kagame a peur des Hutus, des FDLR. Il sait que la fin de mon règne, moi Kagame, les Hutus vont se venger des massacres de 94. Voilà pourquoi il est dans le chemin de balkaniser la RDC pour que les Hutus occupent le Nord Kivu comme ça. Les Tutsis, comme ce sont des peuples nomades, ils peuvent facilement occuper le Rwanda. C'est ça la véritable guerre. Voilà pourquoi j'ai dit nous devons être conscients même quand nous faisons ce genre de débat. Opposants ou n'est pas opposants. Aujourd'hui, Martin Fayulu, après avoir insulté ce que dit,
pendant le jour, on commence à demander de l'eau pour donner l'idée de la guerre à l'Est. Vous voyez un peu ce genre d'histoire. Voilà pourquoi je vous dis qu'on ne peut pas négocier avec l'homme. Il ne faut pas oublier que la guerre dans l'Est, la guerre dans l'Est, c'est une question nationale. Oui. Ce n'est pas une question qui concerne Félix Tshisekedi ou soit à l'UDPS. Non, ce n'est pas une question qui... C'est pour ça que je vous ai dit, le président de la République a lancé une mobilisation patriotique à tout le monde. Merci. Voilà. Monsieur Franck Senga, les consultations menées par les facilitateurs Uhuru Kenyatta qui ont aujourd'hui accouché des propos des Kagame qui dit qu'il est prêt à dire au M23 de se retirer des territoires conquis dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pouvons-nous nous fier dans ce nouveau propos des Paul Kagame? Oui, avant de répondre, j'aimerais d'abord dire à mon ami, le président de la République, il est président de tout le monde. Ok? Il a lancé un appel, la nation est en danger. Vous savez qu'on est attaqué par 2 pays à travers son bras armé qui est le M23. Qui d'ailleurs, moi je pense que c'est le M23, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a toute une forêt dense et complexe derrière ce bras séculier-là du Rwanda et de l'Ouganda. Et puis, le président ici est en train de pointer juste le Rwanda. On pointe le Rwanda. Mais en réalité, l'Ouganda, il est plus problème. Il est plus problème que le Rwanda, même l'Ouganda. Parce que l'Ouganda, c'est l'Ouganda qui a facilité le M23 à prendre Bunagana. Vous savez que Bunagana, il est voisin, c'est une ville voisine à l'Ouganda et pas au Rwanda. Et d'ailleurs, James Kabarebe l'a fait savoir au ministre Lutundula dans les premières pages de négociation. Il dit, vous apitoyez sur nous, mais l'Ouganda. Mais alors que l'Ouganda est déjà invité ici pour combattre les groupes armés à l'Est. Donc vous voyez un pouvoir qui pense que l'Ouganda, un pays à consonance tutsi, nilotique, va venir sur le sol congolais pour tirer sur les Rwandais, qui sont partenaires de surcroît. Et puis, moi, je me demande, c'est quel conseiller qui a convaincu le président Félix d'aller emmener la République démocratique du Congo à l'EAC? C'est qui a convaincu? Ça, c'est une haute trahison. Ce sont des conseillers qui doivent répondre à la justice. Comment se fait-il que... vous savez que la plupart de ces pays-là, ce sont des pays qui ont des visées expansionnistes et des visées de pillage sur notre pays, mais on vous envoie vers votre bourreau pour aller vous faire bercer là-bas. C'est grave. Moi, je n'ai rien compris par rapport à ça. Moi, je me dis que il est vrai qu'à moyen terme, avec ce pouvoir, je sais qu'il y a beaucoup de limites avec ce pouvoir, il y a un problème de leadership aussi. On ne sait pas avancer, on avance à 1 pas, on recule avec 2 pas. C'est compliqué, c'est beaucoup de tâtonnements. Et ce qui a justement fait voir les erreurs de débutants, un peu comme un enfant qui apprend à marcher. Il y a eu beaucoup d'erreurs de débutants quand le pouvoir est monté. On n'est pas dans ces erreurs-là. C'est compliqué. compliqué. À la mobilisation totale pour faire face à cette agression rwandaise sous le label du M23. Monsieur Franck, ma question a été celle de savoir si les propos des Kagame aujourd'hui peuvent être pris au sérieux par rapport au retrait de ces groupes terroristes du M23 dans l'Est de la RDC. Oui, je disais ceci. Vous savez, entre États, on dit en diplomatie qu'entre États, il n'y a que les intérêts qui comptent. Il n'y a pas d'amis éternels. Ce sont les intérêts. Paul Kagame vient à la table de négociation avec Bunagana entre les mains. Il vient avec Bunagana entre ses mains. Et nous, qu'est-ce que nous allons présenter comme monnaie d'échange? Le rapport de force est encore en sa faveur. Donc on va là-bas à genoux à ces négociations-là. Je vous dis, on est mal barré. À genoux comment? Parce que le gouvernement a posé des préalables pour que ce M23 participe à ces négociations. Je n'en disconviens pas. C'est un peu comme un enfant de 4 ans qui vous dit, écoutez, moi j'ai besoin de votre télévision, sinon je pose des conditions, sinon je ne vais pas aller aux toilettes. Ça ne veut rien dire. Paul Kagame a Bunagana une partie de notre territoire entre ses mains. La négociation, ça signifie
disons que lâcher du lest pour avoir quelque chose dont nous estimons être cher. Mais qu'est-ce que nous avons comme monnaie d'échange? Qu'est-ce que nous avons comme élément de contrainte devant Paul Kagame? Qu'est-ce que nous avons comme élément de contrainte? Déjà que le financement de l'armée pose problème, des militaires qui se plaignent qu'ils n'ont pas d'eau pour boire. Comment voulez-vous gagner une guerre si les militaires au front ont des problèmes multiples? Le paiement déjà pose problème. Quant au Parlement, plutôt que de... Vous dites qu'on a 15 milliards de dollars comme budget pour ce... Pourquoi ne pas prendre le tiers de ce budget et envoyer justement à l'armée? C'est pourquoi moi j'ai posé la question de savoir les marches qui s'organisent à travers le pays. C'est ça le soutien qu'on apporte au FARDC. Les marches ne veulent rien dire. Moi, je pense que c'est le président qui doit plus ou moins donner le contenu de son appel à la mobilisation. Il est vrai que le pays est agressé, on doit soutenir nos forces armées, on doit, même spirituellement, comme mon ami Lumumba a dit, mais aussi matériellement, on doit prendre ça au sérieux. La guerre, regardez maintenant ce qui se passe. Il n'y a pas que les militaires qui sont au front, il y a nos compatriotes qui sont victimes, qui sont des déplacés des guerres, qui passent des mauvais jours pendant ces temps ici. Pourquoi ne pas mobiliser tous ces fonds que nous sommes en train de mobiliser pour des marches, on donne aux partis politiques? Pourquoi ne pas mobiliser ces fonds et envoyer ça à l'Est pour assister ces victimes de guerre? C'est la question que je me pose, Dorsin. Voyez-vous, je vois à Kinshasa des gens imprimer des polos, soutien aux forces armées. On est même entré dans une phase de théâtralisation de la guerre. C'est quand même grave. La guerre, c'est quelque chose de grave, de sérieux. Prenons les choses au sérieux. Mais les gens sont en train de marcher et après, j'ai vu à la poste ici, toutes les terrasses aux environs de la poste étaient pleines en train de prendre la guerre, après, avec des polos à l'effigie, des FARDC et tout ça. Mais prenons les choses au sérieux. La théâtralisation, un peu comme un avion de guerre qui s'installe sur un aéroport rwandais. Les Rwandais le regardent pour ne pas monter les escalades, les enchères. Il dit, OK, prenez votre avion, rentrez avec. Ce n'est pas la gloire du Congo, mais je vois dans les réseaux sociaux, les gens disent, ils ont vu, on a atterri sur un aéroport rwandais. On pouvait tuer ce compatriote qui est pilote et même confisquer cet avion. Merci beaucoup. Donc les gens ne comprennent rien, ils emmènent tout sur les réseaux sociaux. Finalement, c'est la théâtralisation de la scène militaire, politique. C'est dommage si on ne prend pas garde des enjeux. On va parler encore de cette mobilisation des Congolais face à cette agression rwandaise. Monsieur Dan, pourquoi mobiliser des fonds afin d'organiser des marches, mais ne pas mobiliser des fonds pour venir en aide aux victimes des guerres, aux déplacés qui passent des mauvais jours actuellement? C'est ça, soutenir les FARDC qui sont au front? Il y a des familles, nos compatriotes qui sont au front, qui souffrent pendant ces temps ici, mais nous organisons des marches et après, on part partager un verre des bières. Okay. Vous savez, quand on manque un leadership éclairé, on est en manque d'un leadership éclairé, exactement. On arrive à tomber tellement bas qu'on se retrouve dans des choses qu'il ne fallait pas faire. Okay. Excusez-moi, je quitte un peu la mobilisation, on demande aux gens de soutenir les FARDC. La mobilisation, on appelle les jeunes d'abord à s'enrôler. À s'enrôler à l'armée. Mais d'abord, ceux qui sont là-bas ne sont pas bien traités. Ne sont pas bien traités. Ils sont en manque d'eau, ils sont en manque de trucs extrêmement assez élémentaires. Et vous allez, dans ces contextes-là, demander encore qu'il y ait une mobilisation, qu'il y ait d'autres jeunes qui viennent s'ajouter. Les personnes que vous avez d'abord là sous votre charge, vous n'arrivez d'abord même pas à prendre soin d'eux, vous allez encore demander à ce qu'il y ait beaucoup plus de jeunes pour qu'ils viennent rejoindre l'armée. Moi, je crois que c'est vraiment pas la peine. L'effectif que nous avons dans nos FARDC, si seulement ces gens-là sont bien traités, si seulement ces gens-là aujourd'hui touchent leur solde à temps, si seulement ces gens-là aujourd'hui sont bien équipés, moi, je crois qu'ils peuvent faire des résultats beaucoup plus impeccables que ce qu'on est en train, que ceux qui sont en train de nous fournir là maintenant. Parlons des marches. Moi, je me dis, c'est vraiment une comédie.
vous sortez le matin, vous enfilez votre t-shirt, soutien au FARDC, vous marchez quelques kilomètres, après vous allez partager un verre entre copains et tout. Mais ça change quoi en fait dans le moral? Sans oublier que la participation à ces marches valent. Oui, mais c'est un budget. C'est tout un budget en fait. Tout un budget. J'ai vu dans un des forums d'un parti politique, je préfère taire le nom, les secrétaires interfédérales des partis politiques ont touché un petit rien pour qu'il y ait mobilisation au sein des militants de partis politiques. Mais c'est vraiment une comédie en fait. C'est une comédie. En quoi le moral de nos FARDC sera reboosté quand il y a des gens qui sont en train de marcher dans la rue? On a vu ce qui s'est passé, comment ça s'est soldé à Lubumbashi. Il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Regardez un peu. Imaginez un peu. Mais grave. Prenez cet argent. Faites un appel de fonds. Faites un appel de fonds que ceux qui veulent, en plus du budget qui est alloué déjà pour nos FARDC. Mais on peut, en tant que patriote, on peut s'organiser, que le gouvernement fasse ou bien avec des ONG ou bien des particuliers qui puissent faire des appels de fonds. Cet argent-là qu'on est en train de donner aux gens pour qu'ils aillent se retrouver dans la rue et puis après il y aura des trucs à déplorer, mais prenez cet argent-là, renforcez en fait au moins les vivres. J'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux, excusez-moi, il y a un militaire qui dit qu'ils n'ont pas d'eau. Oui. Ils n'ont même pas de l'eau pour... Il dit, bon ok, on peut manquer de l'eau pour se laver, mais au moins de l'eau pour boire. C'est déplorable pour un pays comme le nôtre. Vraiment. Je crois que les Congolais, il est temps de prendre des choses au sérieux. C'est une question sécuritaire, donc ça demande l'implication de tout le monde. Pas en allant dans la rue pour marcher avec son t-shirt où c'est écrit soutien au FARDC. Il est temps pour nous de nous mobiliser sur le plan financier afin de venir en aide aux populations de l'Est qui passent des mauvais jours pendant ces temps ici, qui n'ont pas à quoi se nourrir pendant beaucoup de jours. Donc cessons avec cette théâtralisation de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. On va continuer notre émission, monsieur Patrick Lumumba. Nous allons parler de cette diplomatie plutôt activée plutôt aujourd'hui par l'Union africaine, la CIRGL et l'EAC face à l'agression rwandaise. Peut-on espérer en plus dans cette activation de la diplomatie par ces structures? La véritable résolution, c'est l'option de la guerre que nous avons déjà entamée. Je crois que même lorsque vous êtes en guerre, il y a toujours l'option diplomatique qui intervient toujours, parce qu'il ne faut pas ignorer ça. Justement, on a vu nos collègues de l'Union européenne et l'Union africaine, ils viendront, pour les GBU Kenyatta, il est venu voir le chef de l'État, il faut le dialogue. En fait, nous sommes des bantons, on ne peut pas refuser de dialoguer, même si ça brûle dans la maison, il faut dialoguer pour trouver la solution. Mais lorsque notre interlocuteur n'aime pas dialoguer, n'aime pas accepter ce que nous lui demandons, alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous acceptons de faire la guerre. Mais j'aimerais souligner un point, parce que j'avais suivi le débat sur votre chaîne, même dans votre émission, on en parle. Il y a un auditeur qui avait téléphoné, il avait dit, même moi j'avais préféré que le chef de l'État puisse déclarer la guerre. Non, ce n'est pas mauvais de déclarer la guerre, mais on devrait vivre des conséquences néfastes dans notre pays. Parce que déclarer la guerre contre le Rwanda, moi personnellement, Lumba, c'est une analyse qui m'engage personnellement. Moi, je crains l'histoire de l'Ukraine. L'Ukraine avec la Russie et les États-Unis dans notre pays. Parce que le Rwanda est comme l'Ukraine, ici à côté de la RDC, pilonné par les grandes puissances. Aujourd'hui, si la RDC déclare la guerre contre le Rwanda, même les Tutsis et les Hutus avec qui nous vivons ici, nous allons nous venger contre eux. Voilà pourquoi le chef de l'État, en lançant le message, il avait dit non, ne cédez pas à la provocation, parce que nous risquons de créer une génocide dans notre pays. Et derrière cette histoire de décréter la guerre contre le Rwanda, nous allons, parce que la Russie et la Chine, particulièrement la Chine qui a ses intérêts dans ces pays, il n'acceptera jamais de perdre ses intérêts. Il va s'allier avec force derrière la RDC. Et comme la Chine prend le communisme, comme la Russie et la Corée du Nord, ennemis des États-Unis, ils vont s'allier automatiquement sur le plan politique. Et sur le plan politique, ça sera la guerre mondiale. Voilà pourquoi je vous dis, cette question de la guerre de la RDC, c'est une question très sensible que nous devons traiter avec enthousiasme et l'accent patriotique. Mais pour citer aussi, j'aimerais appuyer mon analyse. Tu as bien parlé, mon ami Nathan. J'aime mon ami Dan. Il a dit, l'argent qu'on a donné aux gens, particulièrement ici, aujourd'hui, ici à Kolwezi, acheter les t-shirts. Effectivement, moi aussi, j'ai vu des gens de la cité
en train de boire, ils sont à Chintou en train de faire de n'importe quoi, tout le truc qui marche. Bon, moi je me dis, cet argent, quelqu'un tu te l'as dit, on a déboursé 680 000 $. Mais il fallait prendre cet argent parce qu'il y a un problème de malnutrition à l'est du pays. Prendre cet argent pour dire, par exemple, nous, la province du Roi, là-bas, nous contribuons avec $1 million. Ne serait-ce que de l'eau. Ouais, juste pour soutenir nos frères qui quittent Bunagana parce qu'ils n'ont pas mangé. Mais porter les chichettes et aller marcher, moi je dis ce n'est pas mauvais. Il faut savoir bien définir les choses. C'est pour ça que je vous dis, le soutien de l'FARDC est multiforme. Je peux être chez moi en train de payer pour le FARDC. Pas aller dans la rue et puis dilapider l'argent. Aller dans la rue, de la caisse de l'État. Non, aller dans la rue, même à l'époque des musées, nous étions dans la rue. Même à l'époque de c'est qui notre vaillant qui était tombé à Béni, le colonel Mamadou. Nous étions dans la rue. Mais il faut définir votre marche. On ne définit pas la marche, aller se retrouver quelque part avec des discours démagogiques. À la fin, Beba Bora, Beba Simba Toulewe, Fatih Beto. Non, ça c'est la flatterie au chef de l'État. Et le chef de l'État n'est pas content de cette politique. Il a besoin de voir des Congolais conscients face à cette agression qui risque de déclencher la troisième guerre mondiale dans notre pays. Merci. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut une conscience patriotique générale. Merci beaucoup, monsieur, parce que nous sommes presque à 10 minutes de la fin de notre émission. Monsieur Franck Senga, qui est devant nous attendre des pourparlers des Nairobi. Mais aussi, au cas où ces négociations ne tenaient pas, quelle option la République doit prendre? Oui, je voulais dire d'abord pour phraser et renchérir, plutôt que de pouvoir fabriquer 2 ou 3 généraux en les octroyant l'aura de Mamadou Ndala sur les réseaux sociaux. Mais faisons des coupes budgétaires. L'ODEP a dit ici que la présidence était à 230% de dépassement. La primature était à 170% de dépassement. Le Parlement lui-même, je ne sais pas, c'est un peu comme l'autorité budgétaire. L'autorité budgétaire par excellence, mais trempée dans la corruption. Et à chaque pas, il faut soudoyer des députés, tout ça. Faisons des coupes budgétaires et ramenons cet argent à l'armée. Ne faisons pas la théâtralisation de cette guerre dans les réseaux sociaux. Soyons sérieux et vous allez voir que les voisins vont nous respecter. Le jour où ils comprendront que la première année, on met 6 milliards de dollars à l'armée. Ils vont commencer à reculer avant même qu'on tire la première roquette. Donc soyons sérieux. Vous savez, par rapport à la négociation, justement, par rapport à la négociation, ce sont les intelligences. Qu'on n'aille pas là-bas avec des jouisseurs, des conseillers qu'on a tirés, je ne sais pas, à Matongé ou tout ça. Qu'on emmène des intelligences. Il y a des gens qui ont accompagné Kabila jusqu'à aller même mettre hors d'état de nuire le M23 en 2013. Ça n'existait pas. C'est ce pouvoir qui les a emmenés. Je suis certain que ce sont des conseillers qui ont amené le président à accepter ce genre de négociation avec le Rwanda pour les ramener sur la table de négociation. Qu'on arrête ça et qu'on soit sérieux une bonne fois pour toutes. À partir du moment où on est sérieux, on va nous respecter. Nous pouvons cette fois-ci espérer gain de cause dans ces nouveaux pourparlers avec le parti prenante, parce que ces partis qui vont participer dans ces pourparlers ne sont pas encore définis. Nous connaissons que la République démocratique du Congo et espérons que avant le 21, nous serons fixés par rapport aux autres parties prenantes. Est-ce que nous pouvons espérer au moins cette fois-ci que la guerre de l'Est va prendre fin avec ces pourparlers qui connaissent le médiateur Uhuru Kenyatta? Moi, je crois que négocier n'est pas mauvais parce que chaque fin de guerre est toujours sanctionnée par une certaine négociation. Même l'Allemagne contre l'Occident, enfin contre les Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale, on finit par signer des armistices et tout ça. On finit quand même par la table. Mais il faut aller avec des intelligences et pas un conglomérat d'aventuriers qui vont accompagner le président pour aller accepter l'inacceptable. Aujourd'hui, il paraît... Regardez, Martin Fayulu a atterri à Kinshasa. Plein de policiers, de militaires sur la voie afin d'empêcher Martin Fayulu de s'exprimer. Imaginez, vous avez une seule personne
qui est escorté par 4-5 véhicules de fois à Kinshasa, plein de militaires, alors que nous avons besoin de ces hommes là-bas. Martin Fayoulou, il s'est adonné à des sorties médiatiques pour accuser le président de la République. Est-ce que pendant ces moments ici, devons-nous encore accuser quelqu'un qui est responsable de ce qui sévit dans l'Est de la RDC, ou bien nous sommes appelés à nous mobiliser? S'il vous plaît, Dorsin, ça c'est une déclaration politique qu'il a faite. Mais n'empêche, il est vrai qu'on doit être unis avec un certain cap. L'armée, la mobilisation. Mais de là, ça ne signifie pas qu'on ne doit pas dire au président, on ne doit pas critiquer quand il prend une mauvaise tangente. Sinon, on tombe dans le piège de l'ennemi même. Merci. Quand le président prend une mauvaise décision, on doit tirer sur lui afin de recadrer le tir et prendre une bonne orientation. Merci beaucoup, Monsieur Dan. Les consultations menées par les facilitateurs Uhuru Kenyatta qui vont l'amener jusqu'à ces négociations, ou encore pour parler du 21 novembre 2022. Pouvons-nous espérer quelque chose de potable, quelque chose qui va apporter un plus dans la quête de la paix dans l'Est de la RDC? Bon, comme je vous ai dit au début, on ne peut qu'être optimiste. Parce que vous savez, en ce moment, il y a une réalité qu'on ne doit vraiment pas ignorer. Surtout que nous sommes en train de décrier cette mauvaise foi de la communauté internationale qui serait en train d'accompagner également le Rwanda, qui accompagne le M23 et qui doivent participer à ces négociations. Pensez-vous que ça va apporter en plus dans la quête de la paix? Récemment, on a décrié comment est-ce qu'on n'a pas autorisé le transport des armes congolaises. Vous savez, on est face à une situation qui n'a que deux voies de sortie en fait. Soit c'est la guerre totale, et là c'est vraiment la guerre, c'est la désescalade totale, soit c'est la diplomatie. Alors, soyons objectifs en fait. Mesurés, oui. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui? Est-ce que la RDC est prête à aller en guerre? Moi je dis que non. On n'est pas prêt. Parce qu'une guerre a des retombées sur plusieurs plans, en fait, sur le plan social, sur le plan économique. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, on est encore prêt, on est prêt à retomber en fait, dans le chaos? Donc si on n'est pas prêt à aller en guerre contre nos ennemis, donc devons-nous accepter la seule mission de M23, c'est celle d'intégrer d'abord nos forces armées, parce que nous devons nous retrouver autour d'une table avec le M23. Ce qu'on a à faire en ce moment, personnellement, je pense que ce qu'on a à faire, c'est pour le bien en fait de la population de l'Est et pour le bien en fait, pour le moral en fait de tout le Congolais en général. Parce que je dis pour la population de l'Est, pourquoi? Parce que ils sont là-bas en ce moment, ils sont en train de vivre en fait ce que nous ici dans le là-bas on n'est pas en train de vivre. Pour le bien en fait aussi de moral de tout le Congolais, on doit accepter d'abord de coopérer pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, qu'il y ait d'abord la paix pendant un moment. Et pendant ce moment qu'il y aura la paix, essayer de revoir en fait les choses là où ça n'a pas marché dans notre armée. Et dans les années à venir, structurer l'armée pour que nous soyons en mesure, dans les années à venir, d'imposer les respects en fait. Merci. Sur le continent. Merci beaucoup. Monsieur Patrick, votre mot de la fin par rapport à notre sujet d'aujourd'hui qui parlait de la reprise des pourparlers des Nairobi le 21 novembre prochain. Est-ce une solution ou soit un rendez-vous solution à la situation sécuritaire dans l'Est? Le vœu de tous les Congolais, c'est de voir la paix régner à l'Est de notre pays et sur toute l'étendue de notre pays. Le vœu de mon cœur est qu'il faut que pour parler là, la deuxième session de négociation puisse produire quand même des fruits dignes de la paix dans notre pays. Je sais que d'ici là, il y aura la paix. Parce que même les grandes puissances qui sont derrière le mouvement de M23, que je considère comme un terroriste fantôme qui a 1000 têtes, parce qu'on ne peut pas négocier avec un 1000 têtes, un fantôme, on négocie avec celui qui est derrière le fantôme. Je sais que les grandes puissances là aussi, ils sont dans
ils sont dans les déséquilibres parce qu'ils savent que lorsque cette histoire va dégénérer, nous serons sur le perdant. Voilà pourquoi moi je conclue aussi en disant, en demandant la conscience des patriotes congolais. Nous ne sommes pas pendant l'époque des Dialelo, nous sommes pendant l'époque où chaque Congolais, chaque intellectuel devrait se poser la question. Aujourd'hui j'ai étudié, demain je suis licencié, mon pays est en guerre. Est-ce que je vais aussi me stabiliser dans ma vie sociale? Lorsqu'on va commencer à se poser ce genre de questions, je pense que nous serons très conscients à soutenir le FARDC, à soutenir tous les actes que le gouvernement pose pour l'intérêt général de notre pays. Mais en bref, ce que nous voudrons dans cette négociation, il faut finalement que la paix règne et que la Nations Unies, qui est le prédateur derrière cette histoire, ça m'engage que moi, qu'ils puissent avoir la conscience. Sinon, les États-Unis et l'Union européenne vont subir les retombées. D'ailleurs, ils sont en train de subir les retombées par rapport à la guerre de l'Ukraine. Moi, je pense que ça génère dans notre pays. Ils seront, même la France qui fait les faux jeux de l'hypocrisie, il va tout perdre ici en Afrique. Monsieur Franck, votre mot de la fin. Oui, Dorsin. Disons que je serai un peu plus percutant pour terminer. Vous savez que le pouvoir ne me prenne pas pour quelqu'un de très sévère. Je dois dire ici, quand on est au pouvoir et que nous avons en face, vous avez en face de vous des compatriotes, le premier devoir d'un compatriote, c'est d'être très exigeant envers son pouvoir quand les choses marchent à reculons ou quand les choses marchent mal. Vous savez, on doit se lever maintenant pour rebâtir des murailles qui puissent protéger ce pays afin de ne plus subir la honte et l'opprobre, un éternel recommencement depuis 25 ans. Mais c'est une honte pour un si grand pays pétri de richesses et des hommes de valeur. Toujours dans la honte, toujours à genoux devant des petits pays comme le Rwanda. Je chute en disant qu'il est vrai que le président a demandé à l'union, à l'unité. Mais le président lui-même, entre nous soit dit, vous appelez tout le monde à l'unité, mais dans les nominations, vous nommez vos enfants, les enfants des familles, les filles, les copines et tout ça, les maris de vos enfants. Donc apparemment vous les nommez et vous demandez aux enfants des autres d'aller se faire enrôler dans l'armée. Et vous attendez une cohésion nationale avec ce genre d'attitude. Les lignes sacrées sont mécontents par rapport à ces nouvelles nominations. Justement, moi, Ensemble pour la République, on n'en a rien à foutre dans tout ça, mais je parle aux Congolais, pour les Congolais. Vous nommez vos enfants, mais vous demandez aux enfants des autres d'aller se faire enrôler dans l'armée. Alors que l'armée a 160 000, s'il vous plaît. L'armée, je termine, je chute. Je termine. S'il vous plaît, je chute. L'armée a 160 000 hommes. Mais vous allez demander 900 000 Kenyans pour vous venir en aide afin de terminer l'affaire avec les M23. Mais c'est ridicule ça. C'est presque ridicule. Monsieur Dan, quelques secondes seulement. Votre mot de la fin, mais aussi par rapport au problème des nouvelles nominations. Bon, concernant les nominations, je ne vais vraiment pas trop me baigner là-dedans. C'est ce qui arrive quand on ramène un peu le Wenge, quand on veut familiariser au fait les institutions de l'État. Donc après, je crois que c'est vraiment une honte au fait, même à la face du monde, c'est vraiment une honte. Par rapport à ce qui se passe là, par rapport au pourparler, comme je l'ai dit, restons optimistes. Et je veux rebondir quelques secondes sur ce que M. Franck venait de dire. Vous ramenez des militaires kenyans. Et j'ai comme l'impression que le président a un tout petit peu été dupé parce que je suis vu sur France 24, il a dit qu'ils allaient descendre par Bunagana, rentrer par Bunagana. Et on lui pose la question, et s'il rencontrait les M23, il dit, bon écoute, vous savez ce ils vont sentir. Mais après, ça ne s'est pas passé comme ça. Bon, que Dieu aide notre président à avoir une vision un peu plus claire. Merci beaucoup, en tout cas à vous tous. Monsieur Patrick, merci d'avoir été là. C'est la fin de cette émission. Je remercie tous mes deux co-débatteurs. Monsieur Franck, merci également d'avoir été là. Le plaisir est partagé. Monsieur Dan, merci beaucoup d'avoir été là. Merci également à vous, peuple congolais, de nous avoir suivis de partout. Que Dieu bénisse notre patrie, qu'il bénisse également toutes les institutions, mais aussi la population hardie congolaise. On vous retrouve très prochainement avec un autre sujet d'actualité, pourvu que Dieu nous prête vie. D'ici là, portez-vous bien.